Être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Alors, je ne sais pas pourquoi, mais cet épisode, il a été difficile pour moi à enregistrer. J'avais du mal à m'y mettre et j'avais envie, j'avais à cœur de tenir les échéances que je me suis fixées et c'était difficile. Et puis surtout, j'ai eu un problème technique avec le premier enregistrement et donc je suis obligée de tout réenregistrer. Et ça me fait rire parce que c'est en synchronicité avec le thème que je souhaite aborder et qui est celui de la persévérance. Je vais vous donner dans cet épisode des astuces pour vous permettre de mieux persévérer, peut-être que ce soit moins dans la crispation, voire dans la douleur, que ce soit un peu plus fluide, vous apporter des éléments d'information qui vous feront peut-être voir les choses un peu différemment. Et puis je conclurai cet épisode par le dépassement de soi parce que la persévérance nous amène souvent à nous dépasser. Quand je parle de persévérance, c'est dans les activités ou les projets qu'on va entreprendre et qui nécessitent souvent un apprentissage. Et déjà pour commencer, je voudrais casser une idée reçue ou un message qu'on entend beaucoup dernièrement, qui serait que c'est très facile et que ça va très vite, quel que soit le domaine. Alors sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus apparaître des messages de cet ordre-là. C'est la dernière méthode miracle, quel que soit le sujet ou le domaine. C'est pas seulement concernant la thérapie, même s'il y a beaucoup de choses à ce sujet-là, autour de la thérapie et du coaching. Et donc, on vous vend des méthodes miracles pour que ça aille très vite et que ce soit très facile. Attention, parce que la plupart des choses, ça prend du temps. La matière, ça prend du temps. C'est le temps de la matière et ça demande des efforts, ça demande de maintenir l'investissement qu'on y met. Alors bien sûr, il y a des choses qui vont très vite et c'est tant mieux, mais la plupart du temps, eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ces messages-là, ça peut même avoir l'effet inverse, de vous décourager, parce que ça vous fait croire que ça devrait être rapide et facile, et ça ne l'est pas pour vous, ce qui est tout à fait légitime. Et vous pouvez avoir l'impression que ça l'est pour les autres alors que c'est un leurre, très souvent une illusion, c'est une technique marketing. Donc s'il y a des choses qui vous permettent d'aller vite ou de vous faciliter la vie, eh bien foncez, vraiment, allez-y, prenez les outils et attention sur le reste, ça prend du temps. Et d'ailleurs je voudrais vous donner une image, c'est quand vous allez à un spectacle des arts du cirque, un trapéziste, quand il fait son numéro, vous avez l'impression que c'est très facile. Et c'est ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une grâce qui se dégage de ça. Ça a l'air très simple quand la personne le fait, alors que ça demande des heures de répétition et que c'est tous les jours. Pour avoir eu l'occasion de discuter avec un musicien professionnel, ça lui demande de s'exercer tous les jours. Et quand il prend des vacances, s'il ne joue pas pendant plusieurs jours, quand il revient, il le ressent tout de suite et ça lui demande des efforts pour revenir à ses capacités ou à ce qui est exigé pour ses concerts. Donc, attention, ça c'est une légende. La plupart des choses, ça demande un investissement, de la régularité, de la durée et de maintenir des efforts. Donc la première des choses pour persévérer, c'est d'avoir en tête que ça prend du temps. Et que dans chaque activité que vous allez entreprendre, qui nécessite un apprentissage, eh bien il y a des paliers. C'est-à-dire qu'il y a des phases de progression, d'évolution, où c'est génial, on voit les pas qu'on fait, on voit les avancées, on est très content de soi. Et puis on arrive à un palier et on a l'impression qu'on stagne ou qu'on n'avance plus. Il y a une forme de lassitude qui peut arriver.
voire on peut se sentir régresser, avoir l'impression de faire moins bien que ce qu'on faisait. On peut avoir une baisse d'envie, une démotivation, et ça, c'est un palier. C'est quand on a atteint un niveau, et il y a souvent cette phase-là. Et ça, c'est vraiment à savoir pour pouvoir maintenir quand même les efforts pendant cette période-là. Et cette période-là, elle finit toujours par passer, et l'évolution reprend, jusqu'au prochain palier, évidemment, et on va avancer comme ça par étapes. Ça n'est pas linéaire. Et ça, c'est vraiment utile de le savoir parce que quand on le sait pas, dès le premier palier, on peut être amené à se décourager et à arrêter, alors que ça nécessiterait justement qu'à ce moment précis, on maintienne l'effort. Parce que dans les moments d'évolution, ça va plutôt bien, c'est plutôt facile, c'est plutôt agréable. Et c'est au moment du palier que ça nécessite d'autant plus d'efforts pour pouvoir maintenir le cap et aller plus loin. Et c'est, je crois, très utile de pouvoir le transmettre aux enfants pour leur permettre de maintenir le cap quand c'est difficile pour eux dans n'importe quel apprentissage et de ne pas se décourager. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est que la lassitude, l'impression de régresser ou de stagner, elle fait partie de l'expérience. Que ce soit dans le sport, dans des activités créatives, peu importe. Même professionnellement parlant, ça fait partie de l'expérience. Et justement, en rapport avec ces moments de découragement, il est important de savoir s'accorder des pauses, de savoir s'accorder des respirations. Et le rythme va être très important aussi dans la persévérance, parce que ce que j'observe, et j'ai déjà pu moi-même faire l'expérience de ça, quand il y a quelque chose qui nous plaît beaucoup ou quand on a envie d'obtenir des résultats rapidement, on peut s'investir de manière trop intense. Et comme c'est trop, c'est indigeste, on n'arrive plus à tenir la cadence. Et on arrête tout, au lieu de diluer les choses et de maintenir sur la durée. Donc souvent d'en faire un peu moins, ou de partir moins vite ou moins fort, ça permet de garantir que ce soit sur un plus long terme. Donc ça va avec le fait de s'accorder des pauses et des respirations pour ne pas se décourager. Et d'autre part, de s'autoriser aussi de ne pas avoir envie. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je vais vous dire la phrase suivante qui risque de coincer un peu, donc je vais vous la redire tranquillement derrière. Et cette phrase, c'est: l'envie revient quand on s'autorise le fait de ne pas avoir envie. L'envie peut revenir quand je m'autorise le « j'ai pas envie de faire ça là aujourd'hui ». Je prends une pause, je m'arrête pour pouvoir mieux repartir. Si je me force à chaque fois que la non-envie apparaît, il y a un moment où je vais tout arrêter. Soit je vais plus y arriver, ou mon corps peut décider de prendre le relais et de se blesser, ou de me clouer au sol. C'est ce qui se passe dans les burn-out ou les épuisements professionnels ou émotionnels, par exemple. Il y a un moment où on s'est tellement forcé que le corps dit stop. Et quand il dit stop, généralement, vous en avez pour plusieurs semaines ou pour plusieurs mois avant de pouvoir repartir. Et il dit, là, moi, je te suis plus. C'est fini, on arrête là, je peux plus, je me suis trop forcée et ça suffit. Donc si je me force à chaque fois qu'il y a une absence d'envie, il y a un moment où je me suis tellement niée dans ce que je suis, dans mes limites, qu'elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, qu'il y a tout qui s'arrête à un moment. Donc c'est important d'écouter le fait que je puisse ne pas avoir envie. Et très souvent, ce que j'observe, c'est que la non-envie, elle n'est pas écoutée par culpabilité. C'est utile d'avoir conscience que la culpabilité asphyxie le désir. C'est-à-dire que quand je suis dans la culpabilité, je ne peux pas être dans l'envie. Donc ce qui est dramatique, c'est que je me force par culpabilité. Et ça fera jamais revenir mon envie. C'est pire, ça la fait fuir. Donc pour que mon désir revienne, c'est que je puisse m'autoriser à ne rien faire, à faire une pause et que ce soit ok. Et si j'arrive à cette posture interne, je profite vraiment de ce moment que je m'accorde
où je me dis ok, là j'ai vraiment pas envie, je fais une pause, je ne fais rien, ou je fais complètement autre chose, je coupe avec ça. Voilà, je m'écarte de ça pour mieux y revenir. Si très sincèrement, en moi c'est ok, et si ce que je fais me plaît, je vais avoir envie d'y revenir à un moment. En revanche, si je suis dans la culpabilité, qu'il y a une petite voix dans ma tête qui vient toquer et qui me dit « mais tu devrais pas, t'as pas le droit de faire ça, faut que tu y ailles, etc. » En fait, vous profitez pas vraiment. Donc vous allez avoir besoin d'encore plus de temps, de pause, mais c'est pas bénéfique, et donc vous n'avez pas envie d'y revenir. Donc en fait, vous avez pris une pause qui n'était pas une pause, parce qu'il y a la culpabilité, et au final, vous allez vous forcer à nouveau pour y retourner, et ce sera pas par envie, ce sera par contrainte et par obligation. Ça, cette culpabilité, à ne rien faire ou à faire des pauses, si c'est quelque chose que vous connaissez, je vous invite à vous pencher sur ce sujet-là, peut-être de vous faire accompagner ou de pouvoir en discuter avec d'autres, de lire des choses pour pouvoir détendre ce qui se crispe à l'intérieur de vous quand vous ne faites rien. Certainement, il y a une injonction à être utile, à être productif, à devoir faire des choses. Peut-être que vous pouvez vous interroger sur quelle est la peur derrière. Si je fais rien, de quoi j'ai peur? Et c'est une très bonne application du dernier épisode de podcast sur les mécanismes dysfonctionnels. Ce serait, par exemple là, de vous poser la question en quoi ça m'est utile de ne jamais m'arrêter? De quoi ça me protège d'être sans cesse en activité? Est-ce que j'ai peur d'être confronté à mes émotions, par exemple? Ou alors, dans un autre registre, qu'est-ce que moi je pense de moi quand je fais rien? Quel est le jugement que je porte là-dessus? Ou est-ce que j'ai peur que les autres puissent penser quelque chose de moi? Quel est le jugement, quelle est l'injonction qu'il y a derrière ça pour pouvoir sortir de là et pouvoir pleinement profiter des pauses et retourner vers l'activité qui vous tient à cœur? Et enfin, on peut avoir la fausse croyance que si je m'arrête, je ne vais plus jamais reprendre, je vais tout abandonner. Et souvent, alors ça j'explique beaucoup ça aux ados, pour moi la flemme n'existe pas. C'est un jugement qu'on porte, c'est un prisme. C'est un filtre. En fait, naturellement, l'être humain, quand il va bien, quand il est ressourcé, quand il est en forme, il a envie de faire les choses. On n'est pas fait pour rester à ne rien faire. Quand ça circule, on a envie de faire des choses, et en particulier, on a envie de faire ce qu'on aime. Donc la flemme, c'est qu'il y a un profond mal-être à l'intérieur, ou qu'il y a un épuisement. Et dans le cas particulier de l'adolescence, il y a un bouleversement qui est très éprouvant sur le plan hormonal, corporel et psychique. En tout cas, il y a quelque chose qui va pas et qui vous cloue au sol, et qui fait disparaître l'envie. Donc c'est important de voir ça, et de s'accorder du temps, d'identifier des ressources, d'aller recharger ses batteries. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'énergise d'une manière agréable pour pouvoir retrouver cet élan, cette motivation? Quand tout va bien, il y a l'élan, il y a la motivation. Il y a autre chose dans la persévérance qui me paraît essentielle, c'est de savoir s'encourager soi-même, savoir se reconnaître, reconnaître les efforts qu'on a faits, reconnaître les difficultés, le chemin parcouru, celui qui reste encore à parcourir. Et se valoriser soi, être content, être satisfait de ce qu'on a réalisé, se donner de l'indulgence quand on n'a pas réussi à le réaliser, quand ça n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, se donner du réconfort, se laisser du temps pour vivre et digérer ses émotions, et puis réévaluer la situation pour pouvoir repartir, pour pouvoir réajuster les choses, et voir aboutir le projet qui nous tenait à cœur. Au lieu de se flageller, de se dire des choses affreuses, de se dévaloriser. Alors j'ai fait un épisode sur ce sujet-là que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas entendu. Mais là c'est encore une nuance, c'est savoir être fier de soi. Et très souvent, il y a comme une honte ou comme un interdit à être fier de soi. Ce serait prétentieux d'être fier de soi. Il n'y a rien de prétentieux à être fier de soi et de savoir se reconnaître.
Et pour vous donner un exemple, il y a quelque chose que j'ai trouvé très triste dernièrement. J'ai vu une mini-séquence vidéo d'une actrice française qui a une carrière considérable. Et la journaliste lui demande « Est-ce que vous êtes fière de vous ?» Et elle répond « Ah non, ça c'est un truc que je connais pas. » Et moi, d'entendre ça, j'ai vraiment ressenti une grande empathie pour elle. J'ai trouvé ça tellement dommage qu'elle ne puisse pas être fière de tout ce qu'elle a fait. Bien évidemment, le fait de ne pas pouvoir être fier de soi, ça vient généralement de choses difficiles, de traumatismes qu'on a vécus. Mais il n'y a aucun interdit à être fier de soi. C'est plutôt génial d'être fier de soi. Il n'y a rien de prétentieux à s'aimer, à se valoriser, à être satisfait de ce qu'on a réalisé. Au contraire, s'encourager, ça aide à persévérer. Il y a une fausse croyance qui dit que plus on va être dur avec soi et mieux on va y arriver. Et en fait, c'est souvent tout l'inverse. On peut être exigeant envers soi tout en étant indulgent, c'est pas incompatible, c'est pas antinomique. Quand on se juge en revanche, quand on est dur, quand on est violent avec soi, il y a toujours un moment où on se sent découragé, où il y a un écœurement. Donc je vous invite à vous encourager, comme vous encourageriez quelqu'un que vous aimez, votre enfant, ou bien un membre de votre famille, un ami qui doit réaliser quelque chose de difficile. Et puis, ce qui aide aussi à persévérer, c'est de pouvoir partager vos difficultés et vos réussites avec votre entourage. Ça aussi, ça aide d'avoir des gens avec qui vous pouvez partager tout ça. Vos déceptions, vos joies, vos victoires. Pouvoir être ensemble. Et enfin, je vous disais tout à l'heure que ça m'amènerait, pour conclure, à vous parler du dépassement de soi. Quand on persévère, on est souvent très étonné du résultat. Et à un moment, on oublie presque tous les efforts qu'on a faits et le temps qu'on y a mis. Et on se dit « Waouh, je suis arrivé là et je pensais pas du tout. » Et on arrive à faire des choses dont on ne se pensait pas capable. Et alors c'est une invitation, mais je crois que c'est vraiment très bénéfique dans la vie d'avoir des activités de loisirs qui vous stimulent et où l'enjeu affectif ou matériel n'est pas trop important, qui vous permettent de vous dépasser, qui vous mettent dans l'inconfort sans vous mettre en insécurité. Si ça vous plaît et qu'en même temps c'est un peu difficile et que ça vous fait peur, alors c'est parfait. Ça va vous permettre de vous challenger, ça va vous demander d'aller puiser dans vos ressources physiques, intellectuelles, émotionnelles, et ça va vous permettre de voir que vous êtes capable de le faire, que vous êtes allé plus loin que la fois précédente. C'est une compétition envers vous-même. C'est pas avec les autres que ça se joue. C'est pas regarder les autres et puis se dire « moi j'arrive moins bien ». C'est se regarder soi et se dire « j'y arrive mieux que la dernière fois ». Alors peut-être ça arrive qu'on se dise « la performance était moins bien, donc je vais reprendre les choses ». Mais très souvent, quand on travaille, quand on fait des efforts, eh bien on fait mieux que la fois précédente. Ça vaut pour des activités de loisirs, mais ça vaut aussi pour plein de petites actions dans la vie quotidienne. Apprenez à aller chercher le challenge. Faites des choses qui changent, qui sortent de vos habitudes, de votre routine. Relevez des défis. Ça peut être par exemple d'aller dans un endroit où vous connaissez personne et d'engager la conversation avec des gens. Peu importe, mais allez chercher le challenge. Et ça, eh bien, ça permet de prendre les choses de manière moins frontale que dans les activités, par exemple, professionnelles ou dans la famille. Et on se voit progresser et donc on prend confiance en soi. Et par ruissellement, par répercussion, dans les domaines qui vont être beaucoup plus problématiques pour nous, on sera plus confiant. Ça permet de se sentir courageux, audacieux. Alors, la persévérance, elle mène au dépassement de soi. Et ça nécessite de sortir de sa zone de confort, sans aller dans la zone de danger, et de pouvoir réaliser des choses que jamais on n'aurait imaginé réaliser. Je vous souhaite vraiment de trouver une activité qui vous permet d'accéder à ça, parce que de gagner en confiance en soi,
eh bien ça permet aussi de gagner en autonomie et en liberté. Et vous savez que c'est ce que j'ai très à cœur de vous transmettre. Parce que quand on arrive à faire ça, eh bien il y a énormément de choses qui s'ouvrent à soi. Et surtout, ça permet d'être heureux et de profiter de tout ce qu'il y a autour de soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast. Je vous souhaite de tout cœur de prendre bien soin de vous, de devenir des explorateurs et en chemin, de faire de magnifiques découvertes. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée. À très vite.